Hello Tal. Hello Gwen. Alors, je suis Gwen Clapp et j'ai commencé une série de vidéos où j'interviewe des gens que j'apprécie beaucoup et dont tu fais partie. Merci. Et le but de ces interviews est de ne pas parler des gens de la manière dont tout le monde les connaît déjà. Donc, la présentation, donc tu es Tal Chaler, médecin, chaman, précurseur de santé holistique, etc. Mais une interview plus personnelle. Donc déjà, je te remercie d'être là. Merci. Et je vais commencer tout de suite par te demander, pour toi, justement, au-delà de ton métier, qui es-tu? Bien avant tout, ce que j'ai découvert, c'est que je suis un être de lumière qui a descendu son énergie pour créer le mental, l'émotionnel et le physique. Donc je me sens dans cette globalité. Et tout mon apprentissage de vie, c'est d'être toujours plus inspiré par mon corps de lumière et de plus en plus libre des croyances extérieures. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que les croyances extérieures sont génératrices de beaucoup de souffrance. Et ce que j'essaye, c'est de retrouver cette capacité d'être tout le temps en relation avec mon médecin intérieur. J'avais appris ça d'Albert Schweitzer. On lui disait, comment se fait-il qu'il était à Lambaréné là-bas, vous entendez très bien avec le chaman sorcier du coin, vous êtes fin copain. Il a dit, mais on fait la même chose. Chacun à sa façon, on essaie de montrer aux gens qu'ils ont un médecin à l'intérieur d'eux-mêmes et c'est lui qu'il faut suivre, pas ceux de l'extérieur. D'accord. Et du coup, puisque tu parles déjà de médecine, alors je reviens à l'origine, ton enfance ou ton adolescence, mais est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur où tu t'es dit je veux aider les autres, je veux soigner les autres? Est-ce que ça vient d'une blessure que tu as eue, d'un décès dans ta famille? Comment tu as décidé déjà de faire médecine et de devenir médecin? C'est assez cocasse, parce que je ne savais pas pourquoi dans mon enfance, quand j'avais 7 ou 8 ans, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais je vais être médecin. Ah bon, pourquoi? Pour soigner les gens? Je disais non, pour être du côté des médecins et pas du côté des malades. Alors les gens me disaient mais c'est une drôle d'idée ça. J'ai Mm. compris ça que bien plus tard, quand j'ai réalisé que dans ma vie précédente, j'étais un jeune juif torturé par les médecins nazis. Et je suis mort en 1942 pour renaître en 1944. Donc j'étais omnubilé par l'idée de ne pas être du côté des malades parce que j'avais trop souffert comme victime des médecins. C'est curieux comme motivation, mais c'est ça qui m'a poussé à devenir médecin parce que je ne voulais pas être du mauvais côté. C'est intéressant ce que tu dis, et du coup, hmm, tu crois aux vies antérieures, et est-ce que tu penses donc que notre vie, notre incarnation sur Terre est le fruit de ces différentes vies antérieures? J'en suis totalement persuadé parce que j'ai compris que le corps physique peut mourir, mais pas les autres corps. Donc, c'est évident pour moi, je l'ai vu depuis 50 ans, c'est qu'on a plus qu'une vie. Et la plupart des gens diront des mémoires de ça. Vous êtes dans un endroit où vous dites, mais je connais cet endroit, ce qu'on appelle le déjà-vu. Vous êtes à Mhm. Rome, vous voyez, donc on a tous ces mémoires. Et il n'y a pas de gens qui n'ont pas ce genre. Ou bien on rencontre quelqu'un et immédiatement le courant passe. Parce qu'on s'est déjà connu. Il y a d'autres gens, c'est l'inverse, vous le rencontrez, ouah, parce que ça s'est mal passé avec eux. Mhm. Donc je crois que c'est une évidence pour moi qu'on a plus qu'une vie. D'accord. Et quand est-ce que ça se termine? C'est une bonne question. Mais je pense qu'on est sur un chemin évolutif et que tant qu'on a des choses à apprendre, ben on est à l'école. La Terre, c'est une école. Et je pense qu'il y a un moment donné, j'espère y parvenir un jour, c'est quand on a vraiment plus que de l'amour pour tout. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, tout ce qui est. Bref, quand on n'est plus qu'amour, je pense qu'on a fini ce qu'on apprend à apprendre sur Terre. Et là, on Mhm. entre dans l'école des guides spirituels. Mais tant qu'on a un seul jugement, en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça nous maintient avec des choses qu'on n'a pas encore résolues. Mhm. D'accord. Je reviens sur ta vie humaine, terrestre, de médecin ou autre. Puis en plus, je te connais bien, tu es mon beau-père, donc je Et vois que tu es un précurseur de, de dénoncer les méfaits de la viande, des produits laitiers, des médicaments, des vaccins, des pesticides. Et la question qui me vient, c'est et après? Après, est-ce que c'est sans fin, dénoncer des nouveaux phénomènes? non, en fait, moi j'étais amené à dénoncer tout ça par obligation. Mhm. L'explication est simple, c'est que quand j'étais petit, j'avais des caries, on emmenait chez le dentiste avec sa roulette, sans anesthésie à l'époque, il enlevait la carie, il mettait du mercure. Et à 12 ans, j'avais toutes les dents pleines de mercure. Donc j'étais empoisonné par le mercure. Donc j'étais obligé de m'intéresser à la diététique, à la naturopathie. Je Mhm. n'avais pas le choix, parce qu'autrement je ne serais pas là. Et puis peu à peu, en apprenant à me dépolluer, je me suis intéressé à tout ça. Mais donc le paradoxe, c'est que ce qui était une catastrophe pour ma santé, le mercure, est devenu une occasion d'apprendre autre chose.
Intéressant. Oui, comme beaucoup de naturopathes qui, par le passé, ont été très malades et ont emprunté un chemin de C'est santé. ça, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un chemin obligatoire, mais c'est vrai que souvent, la clé pour moi, c'est de comprendre que les choses qui sont nos problèmes, nos difficultés, là où on est nul, ça ne va pas, c'est l'occasion. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de peine à skier, le jour où il s'y met, il devient un très bon prof de ski. Alors que celui qui skie comme ça, il ne sait pas enseigner. Donc, il y a un côté où nos expériences sont l'occasion d'apprendre quelque chose. Quand on l'a appris, on va pouvoir aider les autres. C'est Mm. ça, Je comprends. Je sais aussi que le grand public, enfin, le très grand public te connaît plus depuis 1 an et le Covid qui est apparu. Mais je sais que certains médias, par exemple, disent de toi ou d'autres que les complotistes profitent de la situation actuelle pour se faire voir ou pour avoir de l'audience ou pour gagner de l'argent, etc. Alors que finalement, tu as toujours fait ça. Donc, j'aimerais savoir en fait quelle est la différence ou quel est le point en commun que tu fais entre un boulot de médecin et de chaman avec cette nouvelle étiquette qu'on met à tout le monde de complotiste dès qu'il n'est pas d'accord avec le système. Il y a toujours eu ce jeu d'étiquettes. Avant, il y avait pas de mot complotiste, on disait c'est une secte. Puis avant, on disait que c'est un hérétique. Donc il y a toujours eu ça. Les gens essayent toujours de classifier et que ceux qui ne pensent pas comme nous, on les rejette parce qu'ils sont différents. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai une vision de complémentarité. Je pense que la beauté de la vie humaine, c'est qu'on est tous très différents. Mais si on est dans cette unité, on va pouvoir apprécier d'être différents, plutôt que les différences soient à cause de conflits. D'accord, donc tu penses pas qu'un médecin doit parler de médecine, un homme politique de politique, et chacun sa spécialité. Tu penses que tu te donnes le droit d'aborder tous les sujets que tu veux. Voilà. Le drame d'aujourd'hui dans la médecine, c'est la spécialisation. C'est que celui qui s'occupe de l'estomac ne s'occupe pas de votre... Enfin bref, d'une autre partie du corps. C'est aberrant. C'est comme si un vétérinaire disait « je ne soigne que la patte avant-gauche de votre cheval ». Vous direz « non mais oui, il a 4 pattes mon cheval ». Alors moi j'ai cette vision que tout ce qui concerne l'être humain me concerne. Je ne peux pas dire « ah non, ça c'est pas dans mon domaine, je m'en occupe pas ». Et aujourd'hui, c'est spécialement important. Je pense que cette prise de conscience que nous sommes tous sur la même planète et que nous avons à apprendre à y vivre ensemble et heureux, c'est fondamental. On ne peut pas laisser ça aux politiciens, aux gourous, à je ne sais pas qui d'autre. C'est notre responsabilité commune. D'accord. Et bah, du coup, ça pourra aider certaines personnes qui écoutent ça et qui n'osent pas se mettre en avant, de peur aussi de se faire démolir par les médias ou autres. Comment est-ce que tu vis intérieurement et personnellement de voir des campagnes de diffamation où on te traite, où on te considère comme un fou, un exubérant? Justement, tu as parlé de sectarisme par le passé, de complotisme aujourd'hui. Comment tu vis ça? Est-ce que ça te fait mal? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Non, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai compris assez vite. J'ai beaucoup été attaqué par les multinationales il y a déjà un demi-siècle. Mais j'ai compris assez vite que tant que j'étais en colère contre eux, j'étais en guerre. Et tant que ma colère me poussait à l'action, eh ben j'avais en quelque sorte mon bouclier à tirer les flèches et j'étais en perpétuelle lutte. Mais là où je remercie la vie, c'est que ça m'a vraiment appris à lâcher ma colère. Et je suis devenu un très bon enseignant de comment lâcher sa colère, parce que j'ai vraiment dû le faire. Autrement, je serais encore en guerre contre je ne sais pas quoi. Et ce que j'ai compris, c'est que au moment où on lâche sa colère, et sa peur et sa tristesse, qu'on lâche, eh ben, on va pouvoir se laisser guider pour faire ce qu'on a à faire. Et ça, c'est ce que j'appelle l'école de la responsabilité. Je suis responsable de ma vie, mais je suis aussi responsable que l'humanité se porte bien. Donc, je n'oppose plus l'un à l'autre. Je dis plus ça, c'est mon petit truc à moi, puis les autres, je m'en fiche. Non, on fasse les choses ensemble. Je ne peux pas dire, bon, il meurt de faim, tant pis, ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai une responsabilité d'apprendre à être heureux avec moi, avec mes proches, et avec l'humanité, et avec tous les êtres vivants, dans lesquels j'inclus les animaux. Parce que c'est un de nos drames, c'est qu'on massacre des tas d'animaux de manière stupide. D'accord, merci beaucoup. Alors j'en profite, puisque tu m'as l'air très aligné dans tout ce que tu dis, entre ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu fais, et ton entourage en fait. Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu te poses la question de la manière dont ça peut avoir des répercussions sur ta femme, sur moi, sur mes frères et sœurs? Moi je pourrais répondre personnellement à cette question, mais je préfère te laisser toi
Alors, donner ton avis sur est-ce que ce que je fais a des conséquences négatives ou peuvent faire souffrir mes proches ou pas, ou tu t'en fous? oh non, pas du tout. Non, c'est une question très importante et c'est vrai que Mm. j'apprécie infiniment que mes proches, ma femme, mon beau-fils comme toi, ou bref, ou ma fille, puisque j'ai une fille d'un premier mariage, puissent me refléter là où je ne suis pas conscient. Parce que ce que j'aime avec les proches, c'est qu'ils nous voient vivre. Donc on ne peut pas leur mentir. Si je fais le malin, etc., les proches, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et ce que j'aime, c'est cette relation dans laquelle on peut se montrer l'un à l'autre nos facettes qui sont encore immatures. Donc moi, j'ai besoin de proches ou de gens qui me voient vivre pour qu'ils me montrent. Parce que le grand public, il me voit, quand je suis un enseignant, ben, j'enseigne, mais il ne voit pas mes facettes immatures. Parce qu'elles n'apparaissent pas. Quand je fais une conférence, je ne vais pas être un pleurnichard. Mais quand je suis dans ma vie privée, j'ai vraiment des facettes despotiques, tyranniques, embêtantes, qui ne tiennent pas compte de l'autre, qui sont vraiment irvivables. Et j'apprécie beaucoup de pouvoir en prendre conscience. Et ça, c'est ce que je trouve merveilleux dans nos liens avec nos proches, c'est qu'on se montre ces informations et ça donne à chacun l'occasion de grandir, d'être plus conscient des autres. Super, super. Ben, merci beaucoup. Et dans ce cas, tu me tends la perche. Alors, on oublie le côté médecin, chaman, complotiste ou toutes les étiquettes sociales. Est-ce que tu te sens heureux vis-à-vis de toi-même, ton rôle d'homme, de père, de fils, de frère? Comment tu te sens avec ces rôles-là qui ne sont pas connus? C'est une très bonne remarque. Alors, j'ai des rôles dans lesquels je suis très à l'aise. Dans mon rôle d'enseignant, je suis top. Dans mon rôle de père, je trouve que j'ai encore des carences. Dans mon rôle d'amant ou d'époux de ma femme, je trouve que j'ai encore des côtés très immatures. Et c'est une des choses que j'aime bien avec toi, Gwen, c'est de pouvoir échanger là-dessus. C'est que quand tu me montres mes SPPA immatures ou je fais quelque chose qui te fait du mal ou qui ne te plaît pas, tu me le dis et j'ai vraiment envie de grandir. Parce que je trouve que l'unité familiale, c'est un lieu magique pour apprendre à créer de bonnes relations. C'est pas toujours facile, mais on avance. Chacun a quelque chose à apprendre de l'autre. Je crois beaucoup à ça. Merci pour ce témoignage, en plus qui me touche personnellement, donc je suis vraiment honoré. Je dois dire que j'ai Mm. beaucoup de reconnaissance envers toi parce que tu as une capacité de me montrer mes facettes immatures que je trouve top. Et tu as le courage de le faire. Parce qu'il y a des gens, ils n'osent pas. Et toi, j'aime beaucoup ce côté chez toi de pouvoir le montrer d'une manière qui est tranquille, qui n'est pas d'une manière violente, qui n'est pas d'une manière, ouais, non, mais qui est d'une manière de, tu vois, quand tu fais ça, là, tu n'es pas conscient, tu es encore vraiment, tu as un mauvais frère ou tu as un mauvais père. Enfin, et c'est mauvais, c'est pas le mot juste, c'est immature. Parce que le mot mauvais, c'est juger. Alors que voir qu'on a chacun des facettes immatures et qu'on peut s'aider à les faire grandir, ça, c'est génial. Merci, je pense que c'est déjà très complet. Alors, je vais juste te laisser terminer par un mot de la fin qui t'est à la fois personnel et qui peut donner de l'espoir à l'humanité. Comment tu voudrais terminer cette interview? Ben, j'aimerais terminer sur un point commun que j'ai avec toi, Gwen, qui est l'écriture. J'aime beaucoup lire ce que tu écris. Je trouve que tu as des messages très porteurs de waouh. Et j'apprécie ce côté-là chez toi. Et moi aussi, je suis un passionné d'écriture. Je trouve que l'écriture est un bel outil pour arriver à dire ce qu'on a sur le cœur d'une manière que l'autre va pouvoir percevoir sans qu'il se sente jugé, mais qu'il puisse s'ouvrir à voir les choses avec d'autres points de vue. Et là, j'ai une grande proximité avec toi parce que j'aime beaucoup ce que tu écris. Et ça me stimule à trouver des bons mots pour bien les placer pour aider les gens à s'éveiller. Merci beaucoup, je prends vraiment le compliment. Toutefois, j'insiste aussi quand même pour un mot de la fin pour les gens qui vont regarder la vidéo, mais supposons, comment tu vois l'avenir de l'humanité s'améliorer? Alors là, j'ai une vision, moi, très positive. Je pense qu'on passe par une période de chaos, mais qui était nécessaire, parce qu'on ne pouvait pas continuer à polluer cette planète comme des fous, faire n'importe quoi. Donc on passe par une espèce de grande crise de transformation. Mais je ne la vois pas comme la fin de tout, que ça va être un drame. Je la vois comme un accouchement d'une nouvelle conscience, où chacun va prendre conscience de qui il est, et faire ce qu'il sent qui est juste pour lui et pour les autres. C'est ça qu'on est en train d'apprendre à faire tous ensemble. Merci beaucoup, Tal.